Les sorcières. Voilà bien un monstre de contes de fées qui ont fait nos frayeurs d'enfants, mais qui effraye toujours bien moins que les monstres sous le lit, les vampires, les ogres et le grand méchant loup. Et d'ailleurs, sont-elles toutes des monstres? Et qui sont-elles vraiment? C'est une vaste question. Sachez que ces deux personnages sont toutes deux censées être des sorcières. Il dit qu'il voit pas le rapport. Donc je vais m'efforcer de répondre à la question. Spontanément, que vous évoque ce mot? Sûrement une vieille mégère au long nez, et souvent ornée d'une verrue, avec un menton en pointe, le dos bossu, un chapeau pointu, des habits noirs et un ricanement effrayant. Peut-être même la voyez-vous avec la peau verte. Elle vit seule dans une vieille masure au fond des bois, et avec quelques animaux bien particuliers comme un hibou ou un chat noir. Elle mijote des potions dans son chaudron et en note les recettes dans un grimoire qui est réputé résister aux flammes. Elle vole sur un balai et son passe-temps favori est de changer ses ennemis en crapauds. Ses victimes les plus fréquentes sont les enfants parce qu'elle les déteste ou qu'elle les mange, ou les deux. Voilà exactement le portrait de nos méchantes de contes. À commencer par la Baba Yaga des Russes, aux jambes d'os et aux dents de fer, pratique pour le cannibalisme. Mais aussi celle d'Hansel et Gretel à la maison de pain d'épices, si indiquée pour capturer les enfants imprudents qui rôtiront ensuite au four. Commençons par nous demander que sont-elles vraiment? Selon les contes de fées donc, de méchantes femmes ayant les enfants pour principaux ennemis et passant leur vie à nuire à ce dernier. J'ajouterai méchantes, vieilles et laides. Pour les inquisiteurs, elles étaient carrément les catins du diable. C'est-à-dire qu'elles étaient surtout là pour le satisfaire, si vous me passez l'expression, et en même temps pour obtenir de lui certains pouvoirs, et pouvoir ainsi donc nuire aux bons chrétiens. Elles étaient perçues comme des déviantes satanistes et surtout comme étant les épouses du pire ennemi de Dieu. Le XXe siècle verra en elles les adeptes d'une religion certes oubliée, mais tout simplement une religion comme les autres, à savoir une forme de néo-paganisme, et rien de plus. Donc pas la peine de les diaboliser, justement. Le XXIe siècle verra même en elles des sortes de rôles modèles à vénérer, qui peuvent être jeunes, qui peuvent être belles, et parfois même une dimension féministe y verra des rebelles avant l'heure. Alors, qui a raison? Sont-elles seulement humaines ou sont-elles une espèce à part pouvant vivre plusieurs siècles, dans certains cas? Est-ce qu'elles sont des monstres qui ressemblent à des femmes et s'efforcent, tant qu'elles le peuvent, de ressembler encore plus à des femmes, et à n'importe laquelle en plus, selon l'hypothèse défendue par Walda dans son Sacré Sorcière? Ou bien sont-elles presque comme tout le monde? Là non plus, personne n'est d'accord. Mais leur apparence classique fait à peu près l'unanimité. D'où vient donc ce folklore? Eh bien, nous allons voir. Laideur, pour commencer, et la vieillesse, venaient de ce que les sorcières représentaient le mal absolu. Donc on leur voyait le corps tout aussi laid que l'âme. L'un étant censé refléter l'autre, selon un précepte hérité des Grecs, kalos kagatos, beau et bon. Le nez crochu était par exemple vu sur tous les hérétiques, quels qu'ils soient. Les sorcières, mais aussi par exemple les juifs, étaient caricaturés de cette manière. Et tous les hérétiques se valaient selon la conception héritée des chasses des 15e et 16e siècles. La vieillesse, elle, était tout simplement corrélée à l'idée de la laideur, mais aussi tout simplement parce que des années et des années
de pratique de la magie sous-entendait qu'il avait fallu étudier celle-ci pendant très longtemps. Quant à avoir la peau verte, un détail très commun depuis le milieu du XXe siècle, cela vient tout simplement du film Le Magicien d'Oz, sorti en 1939 et qui fut un succès mondial, sans doute l'un des premiers films en couleur à avoir été vu par autant de gens. C'était une nouveauté à l'époque. Il est bon de savoir que la méchante sorcière de l'Ouest, celle qui est la principale antagoniste du film, était, accrochez-vous, non seulement avec une teinte de peau naturelle, mais vêtue de blanc parce qu'elle avait peur du noir, dans le livre original de Frank L. Baum. Mais cette adaptation l'a non seulement vêtue de noir, de manière classique et pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, mais en plus lui a donné cette teinte de peau qu'elle n'avait pas au départ. Elle était même censée être belle, inspirée de la reine de Blanche-Neige sortie 2 ans auparavant et qui faisait référence dans les films pour enfants. Cette version glamour fut abandonnée. On se décida pour cette peau verte qui rendait l'actrice tout à fait effrayante. Tellement effrayante que la sorcière de l'Ouest, selon le Magicien d'Oz, devint un nouveau classique dans la manière de percevoir les sorcières, du moins celles qui sont les méchantes. Vous avez sans doute dû croiser des illustrations ou des livres pour enfants où les sorcières sont dépeintes avec une telle teinte de peau. En parlant de couleurs, il y a le noir des vêtements, que nous avions évoqué juste avant. Alors, le noir, c'était une autre couleur taboue, qui représentait l'enfer et que presque personne ne portait à l'époque. À l'époque, en tout cas, de la chasse aux sorcières, et sauf en période de deuil. À l'opposé, les draps et les sous-vêtements seront en blanc, car ils représentaient la propreté et la pureté. Aujourd'hui encore, les sous-vêtements noirs féminins sentent le soufre, et nos grands-parents, perplexes, se demandent comment on ne fait pas de cauchemar dans des draps noirs. Quant aux chats et chiens noirs, victimes de superstition, ils sont toujours adoptés en dernier dans les refuges. Le noir, en raison de sa sobriété, était souvent porté par les puritains, un courant religieux du XVIIe siècle, si extrême que même Élisabeth Ier n'en voulut pas en Angleterre. Ils s'installèrent dans les colonies américaines, y compris dans la ville de Salem. Leur terreur du péché poussa nos puritains à voir des sorcières partout. Et cela déclencha la persécution que nous connaissons. Comme une sorcière pouvait être littéralement la première venue, les éléments portés par les femmes puritaines, c'est-à-dire le noir, les boucles aux chaussures et parfois le grand chapeau, vont devenir des classiques de la garde-robe des sorcières dans l'imaginaire américain d'abord, puis mondial. Sans oublier le col blanc, qui reste un classique dans la garde-robe de Mercredi Adams. Parfois, ces vêtements sont troués et déchirés, parce que les sorcières sont censées être négligées. Parce qu'on leur voit des valeurs inverses à celles du bon chrétien de base. On pense qu'elle a aussi des valeurs inverses sur les plans non seulement de la morale, mais aussi du simple bon sens. Elles sont censées préférer la nuit au jour, mais aussi la saleté à la propreté, ce qui explique l'état de leurs vêtements, et qui explique parfois qu'elles sont censées aimer manger des choses que le commun des mortels juge absolument infectes, comme les limaces, les araignées, les lézards, etc. Souvenez-vous de la recette de la tarte à l'araignée des 3 sœurs Sanderson dans Hocus Pocus. Qu'en est-il du balai volant? Il vient de ce que les sorcières étaient censées se rendre au sabbat en volant un califourchon sur un objet qui pouvait être un balai, piloter d'ailleurs au départ la brosse en avant, ou une fourche, ou un simple bâton, ou encore un animal comme un bouc. Et pas de chevaux. Pourquoi? Parce que les sorcières étaient censées craindre le fer qui garnissait leurs sabots. Ce point les rapproche des fées, ces autres êtres magiques dont on dit aussi qu'elles craignaient le contact du fer.
Tout ceci décollé après avoir prononcé une formule comme bâton blanc, bâton noir, va où tu le dois, de par le diable. À moins qu'il n'ait aussi s'agit d'une quenouille, un autre instrument féminin par excellence. Freya, la reine des dieux nordiques, fut rétrogradée après l'arrivée du christianisme à être la déesse des sorcières. On disait qu'elle fabriquait les nuages en volant assise sur sa quenouille. Une fresque la représentait dans une église. Et là, elle aurait été confondue avec l'image d'une sorcière assise sur un balai. À noter qu'on prête souvent aux sorcières la capacité de voler sur littéralement n'importe quoi. Dans Hocus Pocus premier du nom, les sorcières parviennent à improviser un vol avec un balai moderne, une serpillière à franges ou un aspirateur. Dans la suite, l'une d'elles chevauche un Swiffer avec eau et savon intégrés, et sa sœur est debout sur 2 aspirateurs autonomes. Dans Sabrina apprentie sorcière, c'est pour elle par contre une habitude que d'user d'un aspirateur. Et McPhee, dans Nanny McPhee et le Bing Bang, elle va jusqu'à user d'un scooter. Toutes ces choses volées parce que, disait-on, la sorcière avait fait usage de son onguent pour le vol. Cet onguent contenait entre autres de la jusquiame, de la belladone ou de la ciguë. Précisons que ces plantes sont vénéneuses et on peut supposer qu'elles en enduisaient l'objet ou l'animal avec lequel elles volaient. Mais d'autres prétendent que c'est elle-même que la sorcière devait enduire. Alors, est-ce qu'elle aurait pu halluciner ses déplacements à cause des propriétés des plantes en question? C'était l'avis des juges des premiers procès en sorcellerie, curieusement. Satan a dû leur farcir la tête de sottise, écrivit l'un d'entre eux. Dans son pénitentiel, qui avait été rédigé entre l'an 1000 et l'an 1025, Burchard, l'évêque de Worms, en Allemagne, condamnait non pas les femmes qui volaient sur des bêtes en pleine nuit en compagnie de Diane chasseresse, mais le fait d'y croire. Entendez par là qu'on cherchait alors moins des magiciennes que des satanistes. Mais les dites sottises finirent par être prises au sérieux, d'autant qu'un autre ingrédient de l'onguent était de la graisse d'enfants non baptisés. Et pourquoi n'a-t-on gardé que le balai finalement parmi tous les engins volants? Peut-être à cause de l'équipage de Baba Yaga, qui s'assit dans un tonneau, le faisait avancer avec un gourdin, et effaçait les traces à l'aide d'un balai. Mais c'était un peu compliqué. Sans doute que le balai pouvait suffire. Peut-être aussi parce que le balai était fortement associé aux femmes, qui étaient les seules à le toucher alors, et que trouver un balai dans une maison, même pour un inquisiteur, ne soulevait alors guère de commentaires. Qu'en était-il de la verrue au bout du nez? Sans doute un dérivé de la fameuse marque du diable. Selon le manuel du chasseur de sorcières, le marteau des sorcières écrit au XVIe siècle, Satan était censé la poser avec sa griffe sur ses adeptes. Il en résultait un point insensible à la douleur, sous la forme d'un grain de beauté ou d'une verrue justement. Les chasseurs de sorcières enfonçaient des aiguilles sur le corps des accusés pour trouver le 10 points. On prétendait aussi qu'une sorcière jetée à l'eau surnageait. Nos satanistes donc ne pourraient supporter tout ce qui est sacré. Les sorcières étaient paraît-il incapables d'entrer dans les cimetières et les églises et redoutaient le sel, qui est considéré pur. Le sel n'entrait jamais dans les ingrédients du festin servi à chaque sabbat pour cette raison. Et les animaux de compagnie. Eh bien, il était censé s'agir de familiers, ou petits démons offerts par le diable et cachés sous un aspect animal. Ils appartenaient toujours à l'une des 7 espèces d'animaux qu'on disait créées par le diable justement. Le chat, car en plus quand il est noir, il est réputé porter malheur, le loup, le crapaud, le hibou, le rat, l'araignée et la chauve-souris. Certains y rajoutaient la chèvre, le corbeau et le papillon de nuit. Concernant les araignées, elles étaient censées proliférer jusqu'à faire des rideaux de toile aux fenêtres. Une sorcière pouvait ordonner à son familier de voler et d'espionner pour elle. Le chapeau pointu, lui, est plus dur à expliquer. En tout cas, concernant sa forme. Tout juste sait-on que dans certaines régions, les juifs devaient porter des chapeaux coniques pour être reconnus.
Donc un tel chapeau serait aussi utile pour identifier la sorcière du premier coup d'œil. Et souvenez-vous, tous les hérétiques alors se valaient. On a aussi avancé un lien avec les brasseuses de bière britanniques, parce que la tâche était typiquement féminine jusqu'en 1300. On les reconnaissait en effet à leur grand chapeau noir. Elles utilisaient des chaudrons, étaient souvent âgées, avaient un instrument semblable à un balai pour remuer la bière, et aussi des chats pour éviter les invasions de souris dans leurs réserves de grains, la base pour fabriquer la bière. Passé le XIVe siècle, les hommes voulurent avoir le contrôle du marché de l'alcool. Et les brasseuses qui faisaient de la résistance étaient vite qualifiées de sorcières pour qu'on puisse se débarrasser d'elles. Enfin, un dernier point auquel on reconnaît les sorcières de conte était leur solitude. En cas d'incendie, d'épidémie, de mauvaise récolte, de pis de vaches taries ou de morts inexpliquées, autrefois on soupçonnait en premier les personnes les plus marginales d'avoir usé de magie noire, c'est-à-dire bien souvent les femmes célibataires ou veuves, souvent âgées et possédant des chats ou des boucs, vivant à l'écart et connaissant la science des plantes. Comme disait Michelet, la sorcière était l'unique médecin du peuple. Des sages-femmes furent elles aussi accusées de sorcellerie. Car si on connaît les herbes qui guérissent, on connaît forcément celles qui empoisonnent aussi, pas vrai? Selon le film Les sorcières d'Eastwick, la chasse aux sorcières aurait été en partie déclenchée par les médecins, désireux de retirer aux sages-femmes le marché des accouchements. Donc, les sages-femmes furent accusées de sorcellerie. Il faut toutefois préciser que les sorcières n'étaient pas forcément vieilles. Même à l'époque des chasses, quand les femmes jeunes et belles, considérées comme tentatrices, étaient souvent accusées aussi. Voyez d'ailleurs Elvira ou Mystique, une adversaire récurrente de l'oncle Picsou. Sont-elles bien humaines? Car parfois certains voient en elles de véritables monstres. Le fait que les sorcières ne soient pas humaines était l'hypothèse défendue par Roald Dahl dans son livre Sacrées sorcières. Les sorcières y seraient des monstres qui ressemblent à des femmes, qui font tout pour y ressembler davantage et ne pas se faire remarquer. Dissimulent leur crâne chauve sous une perruque et des griffes sous des gants. Griffes qui sont plutôt devenues des mains à 3 doigts dans la seconde adaptation filmée. Leurs pieds ont des extrémités carrées sans orteils, leur salive est bleu foncé et leurs pupilles colorées. Tout ceci n'a pas grand-chose à voir avec la verrue insensible ou marque de Satan qui était l'unique point physique différent des autres auquel on était censé reconnaître jadis une sorcière. La sorcière grandissime qui les dirige dans Sacrées sorcières a de plus une tête caricaturale de vieille sorcière de conte de fées. Mais une fois déguisées, ces sorcières sont comme n'importe quelle jolie jeune femme, sans aucun habit distinctif. Toutefois, cette histoire est la seule qui les montre aussi différentes du reste des gens. La seule réelle différence, donc, est en fait l'immortalité. C'est notamment censé être le cas dans Sabrina apprentie sorcière. Quant aux vieux sorciers, ils affichent plusieurs centaines d'années au compteur, très souvent. Albus Dumbledore, dans Harry Potter, est notamment mort à 115 ans. Je me demande s'il faut y voir un lien avec l'alchimie, branche de la magie qui visait à rendre immortel. Albus Dumbledore, en tout cas, était ami avec Nicolas Flamel, qui avait découvert la pierre philosophale et l'immortalité. Mais même quand une sorcière a la même longévité que tous les autres, elle peut néanmoins présenter des signes physiques et distinctifs. Dans la trilogie des Charmettes, un roman d'Éric Boissé, les sorcières, qui d'ailleurs sont obligatoirement imbienveillantes, sous peine de perdre leur pouvoir, ont toutes un grain de beauté dans le cou, un héritage sans doute lointain de la fameuse marque. Elles sont aussi allergiques aux aliments rouges, ont des yeux qui changent de couleur quand elles sont en colère, ont un décalage avec leurs reflets, font sonner les portiques de détection
brouille les portables, sont flous sur les photos. Bref, beaucoup de signes qui relèvent en fait de la technologie moderne. Toutefois, des signes aussi distinctifs et faciles à reconnaître restent rares. Car malgré l'obsession des auteurs du marteau des sorcières, elles ne sont pas si faciles que cela à repérer, pas même par une laideur distinctive. Dans Le Magicien d'Oz, Glinda est belle, car elle est la bonne sorcière du Nord. Seules les méchantes sorcières, comme celles de l'Est et de l'Ouest, sont laides. Mais ce n'est pas si simple. En dehors de l'univers d'Oz, on l'a vu, jeune, une méchante sorcière peut être belle, en tant que femme fatale, vile tentatrice. Ou le contraire d'ailleurs. La Befana était réputée laide, mais son rôle était de porter des cadeaux aux enfants italiens à l'épiphanie. Elle était donc bienveillante. Nanny McPhee est également bienveillante, mais laide, tant que les enfants dont elle s'occupe ne sont pas disciplinés. Elle porte du noir, un bâton magique, des verrues et un gros nez, mais aussi une immortalité qui suggère une ascendance féerique. Nous reviendrons sur le lien avec les fées. En effet, il est certains personnages qui entretiennent une certaine confusion du grand public pour les êtres capables de magie. Il est des fées noires, les Macrales et les Churchill, qui ressemblent aux sorcières malveillantes en tout point, sauf qu'elles sont immortelles, et elles usent de leur balai volant comme d'une baguette magique. Il arrive que dans certaines fêtes populaires belges, une partie de la population se déguise encore comme elles. Non pas en sorcières, mais en Macrales et en Churchill qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est confus, n'est-ce pas? Même si la seule différence entre eux et la plupart des humains sont leurs pouvoirs, parfois, les sorcières peuvent être tentées de vivre littéralement dans leur propre monde. C'est le cas en tout cas dans les Harry Potter, puisque les sorciers vivent selon leurs propres lois, ou leur propre vocabulaire, et sont totalement en marge de la société au point de ne rien savoir de celle-ci, à commencer par le fonctionnement des appareils électriques. Et si elles ne sont physiologiquement pas si différentes des autres humains, les sorcières peuvent vivre en dehors de ce monde, pas en marge comme dans Harry Potter, mais carrément dans des dimensions différentes, comme dans les téléfilms Les sorcières d'Halloween. Elles vivent réfugiées avec les autres créatures fantastiques dans la ville d'Halloween et ne peuvent visiter la Terre que tous les 31 octobre, grâce à un portail magique. On nous révèle qu'avec d'autres créatures reléguées à la fantaisie comme les vampires, les fantômes ou les loups-garous, qui avaient eux aussi réellement existé, les sorcières se sont réfugiées dans cette dimension parallèle où l'on cessa de les pourchasser et on finit par conclure qu'elles étaient des êtres qui n'existaient pas vraiment. Dans les Sabrina apprenties sorcières, les sorcières sont donc immortelles et elles vivent également au contact des créatures magiques. Elles possèdent des gadgets fabuleux comme le grille-pain qui sert de boîte à lettres ou le placard par le fond duquel on accède au monde des sorciers qui là encore est parallèle. On n'en serait peut-être pas sorti si Sabrina, la mignonne petite sorcière bienveillante, n'était pas mortelle par sa mère. En conséquent, elle fréquente notre monde. En réalité, les sorcières ont tendance plutôt à se confondre dans la masse. C'était le cas selon les inquisiteurs du moins, qui les voyaient vivre infiltrés parmi eux. Dans ce cas, elles se plient aux mêmes règles et aux mêmes lois, ne portent pas d'habits distinctifs et pour cause. Fut un temps, il valait mieux pour elles passer inaperçues. Elles n'ont même pas non plus de vocabulaire ou de façon spécifique de se saluer, comme le « mes respects » dans Amandine Malaboule, en tout cas dans la deuxième adaptation, sauf par les néo-païens appelés les Wiccans, qui s'apostrophent paraît-il à coups de « soyez bénis ». Dans les œuvres fantastiques, les sorcières vivant infiltrées parmi les humains, et qui sont en fait elles aussi tout à fait humaines, est la règle. Les œuvres qui font exception étant en fait plutôt rares.
L'infiltration est même plutôt utile aux sorcières selon Roald Dahl, puisqu'elles sont là pour faire des victimes. Mais je l'ai dit, celles-ci sont non humaines. Si les sorcières sont donc des humaines, à peu près normales, alors d'où vient leur magie? Est-elle en fait innée ou acquise? Eh bien, il n'y a pas de réponse définitive. Dans les œuvres de fiction, la magie est souvent présentée comme héréditaire. C'est une affaire de famille, littéralement, pouvant faire évoluer les sorcières comme une race à part, justement. Elles deviennent des sorcières parce que leur mère et grand-mère l'étaient avant. Les Halliwell dans Charmed, les Spellman dans Sabrina et les Cromwell dans les sorcières d'Halloween sont autant de clans de magiciennes. Les rejetons, s'ils ont été élevés à l'écart de la magie pour leur propre sécurité, peuvent découvrir brusquement leur nature à un âge donné, souvent le même. Sabrina, qui est à demi mortelle, ne développe ses dons qu'à l'âge de 16 ans. C'est également à 16 ans que dans Hocus Pocus 2, la jeune Becca développe ses talents. Les sœurs Sanderson, les antagonistes, ont elles-mêmes su qu'elles étaient concernées par la question quand l'aînée, Winifred, a eu 16 ans. C'est donc l'âge réglementaire dans cet univers. Camryn et Alex, les sœurs jumelles sorcières, avaient 21 ans, autrement dit le jour où elles se retrouvent. Un sorcier du monde de Harry Potter peut ignorer qu'il ou elle en est un, jusqu'à recevoir sa lettre d'admission à Poudlard à l'âge de 11 ans. Dans le roman L'île du crâne et dans le téléfilm Les sorcières d'Halloween, l'initiation d'une sorcière doit commencer à ses 13 ans. Dans le second cas, si l'on attend, après son 13e Halloween, elle peut même perdre ses pouvoirs. Dans la série Les sorciers de Waverly Place, c'est pire encore. Seul l'un des 3 enfants Russo gardera ses pouvoirs à l'âge adulte. Un raccourci scénaristique pour justifier d'un certain suspense cependant. Je ne crois pas que les pouvoirs s'égarent comme un mouchoir de poche. Les talents des sœurs Halliwell ont été mis en sommeil pendant toute leur petite enfance. Elles ne les retrouvent que lorsqu'elles ont déjà plus de 20 ans. Elvira, dans le film du même nom, est adulte quand elle apprend qu'elle est une sorcière à la mort de sa grande-tante dont elle a hérité du grimoire. Et ne parlons même pas des Magical Girls, ces petites filles magiciennes de l'animation japonaise, quand elles le sont par acquisition, c'est-à-dire qu'elles obtiennent un objet magique par lequel transitionnent leurs pouvoirs, qu'elles obtiennent généralement qu'entre l'âge de 12 et 16 ans. Les clans de sorcières peuvent se retrouver avec des sociétés à part entière, comme on l'a dit. La société des humains et ses chasseurs n'aiment guère les sorcières, mais souvent celles-ci le leur rendent bien. D'ailleurs, comment appelle-t-on les non-sorcières? J'ai parlé d'humains au début, mais cela dépend des histoires. Et seul Harry Potter invente le mot complètement inédit de moldu. Ailleurs, on parle de non-sauce, un diminutif pour non-sorcier, dans les livres Tara Duncan, de personnes non magiques, dans les romans Amandine Malaboule, ou encore de normaux ou d'humains, notamment dans le film Le bal des sorcières. Mais le terme mortel, dans Sabrina l'apprentie sorcière ou dans Charmed, est le plus commun, malgré que les sorcières soient techniquement parlant des mortels elles aussi. Les sorcières peuvent à l'occasion développer un racisme anti-mortel, qui atteint son paroxysme dans le dernier tome d'Harry Potter. Quant au père de Sabrina Spellman, il passe pour un phénomène, pour s'être reproduit avec une mortelle, et Sabrina sera confrontée, pendant un épisode, à la xénophobie entourant sa nature hybride. La pauvre Samantha Stevens, dans Ma sorcière bien-aimée, se voit tous les jours reprocher son mari mortel par sa famille. Une sorcière à la double origine, ou dont les talents en font la première de sa génération, peut être considérée comme étant de seconde zone par ses pairs. Les fameux sang mêlé et sang de bourbe de Harry Potter. Dans sa deuxième adaptation en série télé, Amandine Malaboule est parfois méprisée, car née d'une mère mortelle. Et attention, spoiler, l'explication viendra du fait qu'une ancêtre lointaine d'Amandine a jadis donné tous ses pouvoirs, mais aussi
celle de ses 13 descendantes directes, afin de ressusciter les pouvoirs d'une pierre magique. Ce sacrifice fera en sorte que la 13e sera la mère d'Amandine Malaboul, qui elle non plus n'avait aucun pouvoir à la naissance. Amandine Malaboul, la 14e, récupérera ses dons. C'est ainsi qu'on comprendra que c'est de là qu'ils viennent. Dans le film Le bal des sorcières, bien que surdouée, la petite Béatrix a le même problème qu'Amandine. Car, même si elle est née d'un père sorcier, et malgré que sa mère, qui est donc humaine, s'initie néanmoins pour devenir elle-même une sorcière. Quant aux craquemolles, ces mortels qui naissent de sorciers, cela arrive souvent parce qu'ils sont des garçons. Sorcellerie est bien souvent une affaire de filles. Dans les sorcières d'Halloween, a priori seules Marnie et Sophie, les 2 filles de la famille Cromwell, semblent capables de pouvoirs magiques, et pas leur frère Dylan, du reste désespérément cartésien. Mais ils développent pourtant brusquement des talents magiques à la fin du premier film. Prue Halliwell, dans la première saison de Charmed, disait que ses dons se transmettraient à ses filles, même si plus tard, cela est contredit par les pouvoirs de ses neveux. Similairement, le même Roald Dahl, qui a pourtant écrit Sacrée sorcière, laissa entendre que la terrible Grand-Ma, dans le livre La potion magique de Georges Bouillon, est une sorcière, mais qu'elle a des origines bien humaines. Sa fille n'est pas une sorcière, elle, et son petit-fils, Georges Bouillon, prouvera qu'il y a de qui tenir en faisant une potion qui fait grandir. Dans Harry Potter, apparemment la magie ne s'apprend pas et vient de la naissance. Mais c'est quasiment le seul univers dans lequel c'est le cas. Dans Amandine Malaboul, la première série, la première de la classe et Petite Peste, Edith Aigreur, affirme qu'on ne peut être que sorcière de naissance ou après de longues années d'apprentissage. Naissance ou apprentissage peuvent donner des sorcières à parts égales dans l'univers du bal des sorcières. Brooke, la mère humaine de l'héroïne, est proclamée sorcière le soir du bal, après plusieurs années d'études. Dans Dangereuse Alliance, Sarah est qualifiée de sorcière née. Elle a déjà eu des manifestations psychiques, et cela d'autant que sa mère était elle-même une sorcière. 3 acolytes de Sarah ne le sont apparemment pas, mais elles parviennent quand même à faire de la magie. Dans le film L'apprentie sorcière, comme le titre l'indique, Églantine Price apprend la magie à partir des pages d'un grimoire qu'elle reçoit par la poste. Cela lui permet entre autres de faire voler un lit à la place d'un balai. Je l'avais dit, il est possible de faire voler d'autres objets que ceci. Et sans doute que cela est plus pratique pour faire venir des passagers. Mieux encore, une hypothèse veut que chaque femme aura en quelque sorte cela en elle, même si elle ne l'assume pas toujours. Dans le film Les Ensorceleuses, les Owens sont elles aussi des sorcières depuis des générations et sont mal vues pour cela, jusqu'au jour où Gillian Owens est possédée par un esprit mauvais. Pour libérer sa sœur, Sally appelle les mères de famille du coin, pourtant pas enthousiastes envers la magie jusqu'alors. Et elle récite la formule tout en faisant un cercle protecteur avec leur balai, ce qui leur sert à faire le ménage d'habitude. Mais là, on s'en sert pour mettre apparemment les influences négatives à la porte. Mais pourquoi cela fonctionne? On n'en est pas très sûr. Apparemment, il suffit que les femmes essayent tout simplement. Dans le film Les sorcières d'Eastwick, les 3 héroïnes réalisent qu'elles forment une assemblée de sorcières le jour où leur désir mutuel d'échapper à un discours barbant en extérieur fait soudain éclater un orage. Qu'est-ce qu'une assemblée? J'y reviendrai. C'est ce qu'on obtient avec un groupement de sorcières comme dans la scène des Ensorceleuses. L'immortalité et parfois un penchant au cannibalisme, sur lequel aussi je reviendrai plus tard, sont néanmoins généralement tout ce qui distingue
physiologiquement une sorcière du reste de la population. Elles peuvent faire une société à part, rester entre soi dans des familles qui existent depuis des siècles, comme on le voit dans Harry Potter, mais je ne les vois pas former une espèce à part, comme pour Roald Dahl. Je crois aussi fermement que ce n'est pas qu'une affaire de chromosomes. L'apprentissage est au moins aussi représenté que l'accident de la naissance dans la plupart des fictions traitant du sujet. Il y a un fort mythe de la solitude associé aux sorcières, mais ce n'était pas toujours vrai. En effet, il est avéré que leurs formules sont plus efficaces si elles sont plusieurs à les prononcer. Pour cela, il leur fallait donc se rassembler, c'est le but initial des sabbats. Un groupe de sorcières était qualifié en anglais de coven, un défilé de couvent. En français, le terme utilisé est assemblée ou cercle. Et en tout cas, question de cercle dans Dangereuse Alliance, mais dans la suite, The Craft, Nouvelle Sorcière, il est bien question de coven, probablement parce que le mot est plus connu en français actuel. Le problème, c'est où trouve-t-on les autres sorcières sans risque de dénonciation? Et voilà pourquoi les partenaires d'une assemblée étaient souvent membres d'une même famille, d'autant plus que la magie semble héréditaire. Une assemblée est régulièrement constituée d'une grand-mère, d'une mère et d'une fille, ou encore de 3 sœurs. Et pourquoi 3? Eh bien, on en revient au pouvoir de 3 par 3, symbolisant la naissance, la vie et la mort. Le chiffre forme un cercle parfait. J'avais déjà expliqué son symbolisme dans l'épisode sur les religions. Ce trio féminin remonte aux 3 moires grecs qui tissaient, filaient puis coupaient le fil de la vie. Ou les Nornes. Ce sont les équivalents dans la mythologie nordique. Les Grées, qui avaient le don de divination, étaient elles aussi 3. Et les 3 marraines fées des baptêmes des princesses, représentant naissance, vie et mort, sont aussi leur descendance. Et voilà pourquoi les sorcières viennent souvent par 3. Cela remonte au Macbeth de Shakespeare, quand le personnage éponyme consulte un trio de sorcières restés très fameux, penchés sur leur chaudron bouillonnant et prédisant que « something wicked is will come », quelque chose de mal arrive. Elles ont probablement eu une influence sur l'existence de Goulu, Grièche et Griotte, les 3 sorcières du film Le Chaudron Magique, qui sont chargées de garder ce dernier. La triquetra sur le grimoire des sœurs Halliwell rappelle leur nombre et elles partagent le pouvoir des 3. Dans le film Casper et Wendy, l'enfant sorcière, a 3 tantes. Notez aussi qu'ils sont dans un univers où les sorcières sont censées être les ennemis héréditaires des fantômes. Mais c'est totalement propre à ce film, je n'ai jamais rien vu de tel ailleurs. Dans le film Les Ensorceleuses, on voit collaborer 3 sororités de 2 sœurs. Bridget et Frances Owens, les tantes, Gillian et Sally, les nièces, et les 2 filles de Sally. Dans Hocus Pocus, les 3 sœurs Sanderson s'organisent selon les 3 phases d'Ève que j'avais évoquées. L'aînée Winifred est la blasée et la plus mortelle, la deuxième Mary est l'enjouée enveloppée, et Sarah la plus jeune est la séductrice. Dans le premier film, le dialogue donne à penser que leur mère était sorcière aussi. Mais dans le second film, on peut en douter, puisque c'est une sorcière plus âgée qu'elles ne connaissent pas qui leur offre leur grimoire. Mais ce personnage est appelé dans les crédits du film la mère sorcière. C'est donc très symbolique. Les Cromwell, dans les sorcières d'Halloween, sont aussi une fratrie de 3. Dans le film Un amour de sorcière, les 5 sorcières qui restent sur Terre sont tous eux aussi apparentés. Mpousa, Mormo et Lamia sont aussi 3 sœurs dans le film Stardust, tout comme Icy, Darcy et Stormy, les Trix de la série Wings.
Dans un épisode d'Halloween des Simpsons, Marge est accusée de sorcellerie à raison. Et on découvre qu'elle forme une assemblée avec ses 2 sœurs jumelles. Et, histoire de donner dans le stéréotype, on les accuse de manger les enfants. Sabrina Spellman, elle, forme une assemblée avec ses 2 tantes. Minima, la nièce de Mystique dans Picsou, a aussi ses dons. Les sorcières de l'Est et de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz sont sœurs. Et avaient au départ une apparence bien moins déplaisante selon Oz le Tout-Puissant. 2 sœurs étaient aussi des sorcières dans le film Sleepy Hollow, mais l'une est solitaire dans les bois et l'autre a l'aspect respectable de la femme du bourgeois, Balthus Van Tassel. Elle est sataniste, à l'inverse de sa belle-fille, Katrina, qui est aussi une sorcière, mais blanche. Mais même quand on n'a pas de sœurs, on peut quand même former une assemblée, mais plutôt avec des amis proches et de confiance. Dans l'épisode des Simpsons à Apprentie sorcière, les 3 sorcières adolescentes sont aussi 3 amies. Fille unique, Penny Halliwell dans Charmed recourra aussi à cette solution. Tout comme les 3 sorcières d'Eastwick, qui certes, contre leur volonté, portent les enfants d'un homme, qui pourrait être le diable, mais qu'elles feront disparaître par la magie vaudou. Et d'ailleurs, l'une des 3 est Michelle Pfeiffer, la future Lamia. Dans la saison 4 de Smallville, la comtesse Isabelle Taureau est brûlée avec ses 2 complices. C'est donc 3 aussi. Enfin, et malgré le grand classique du chiffre 3, les sorcières peuvent être plus nombreuses, comme dans Dangereuse Alliance, où l'assemblée est constituée de 4 sorcières. Ces dernières désirent en effet invoquer les 4 éléments et les 4 points cardinaux, tout comme d'ailleurs les 4 sorcières de la trilogie des Charmettes. Ce symbolisme des 4 éléments fait qu'elles sont également 4 dans la suite The Craft, les nouvelles sorcières, et ce n'est même que lorsqu'elles ont atteint ce nombre qu'elles débloquent certains pouvoirs, comme la télépathie. Les héroïnes de Witch, elles, sont carrément 5, et sont tout aussi reliées aux éléments. J'ajouterais qu'elles tiennent aussi de la fée et de la magical girl, pas seulement aux sorcières. Les assemblées peuvent aussi être encore moins nombreuses, comme les 2 sœurs Christy et Billy dans la dernière saison de Charmed, ou les jumelles Alex et Cameron dans le téléfilm Des amours de sorcières. On se rappellera aussi des magical girls qui travaillent en bande, qui peuvent être beaucoup plus que 3 aussi. Une hypothèse veut de toute façon que plus il y a de sorcières, mieux ça marche, en parlant de l'efficacité des formules magiques bien sûr. Mais qu'elle est ou non une assemblée, une sorcière a besoin d'apprendre ses formules de toute façon, n'est-ce pas ? Harry Potter a beaucoup popularisé le concept de l'école de sorcellerie, même s'il existait déjà avant, notamment dans Amandine Malaboule et l'île du crâne, sans oublier Little Witch Academia. Donc si vous pensiez que le succès d'Harry Potter est dû au fait qu'il ait inventé le trope de l'école de sorcellerie, vous vous trompez. Je pense que ce n'est pas l'unique raison, puisque ça existait avant. En tout cas, moi je connaissais Amandine Malaboule bien avant. Toutes ces écoles sont soit cachées, comme celle qu'on voit dans la saison 5 de Charmed, soit sont de véritables écoles, tout à fait banales, mais les élèves usent d'un double astral pour suivre les cours de magie en même temps que les cours plus classiques, comme dans le roman Duel de sorciers. Dans la réalité, on prétend qu'il existait une école de magie près de Tolède ou encore dans les Carpates. Mais dans les faits, une telle école n'aurait pas pu exister longtemps sans être détruite par les chasseurs de sorcières. J'ajouterais tout de même que si vous étiez candidat à l'école des Carpates, il y avait un prix à payer. Il n'y avait que 10 élèves enseignés par le diable, bien sûr, et le prix était que, à la fin de l'année, le diable emportait l'âme d'un des 10. Et comme on ne savait pas qui, il prenait le risque. On prétend aussi que l'un des élèves était un certain Vlad Dracula. Que s'est-il passé ? L'enseignement lui a-t-il permis de devenir un vampire ?
J'aime beaucoup ces liens avec les autres personnages fantastiques. C'est d'ailleurs la crainte du chasseur de sorcières que j'avais évoquée la dernière fois, qui fait qu'il était plus sage pour les sorcières d'apprendre plus tôt à domicile et sous l'égide d'un mentor, bien entendu. Encore une fois, d'où l'intérêt des assemblées. Cela étant dit, on comprend pourquoi l'école de magie est un sujet en fait très séduisant. On a tous dû en passer par là, mais c'était évidemment beaucoup plus drôle si nous avions appris des formules magiques. Baudelaire n'était pas la première, mais elle a fait énormément d'émules. Beaucoup d'écoles de magie sont apparues dans la littérature fantastique par la suite. L'une d'elles est l'école de la magie, titre très simple en français pour son adaptation, mais qui s'appelle en fait l'UDM, Upside Down Magic en anglais, qui a été traduit en français par Unité de Magie. L'école en question s'appelle l'Académie Sage, et le principe de la magie là y est vraiment très particulier. C'est-à-dire que mais vraiment tous les sorciers au monde n'ont que 5 pouvoirs, chacun un seul. Ils savent soit manipuler les flammes, soit léviter, soit parler aux animaux, ou se transformer en animaux, ou encore faire de la télékinésie en attirant un objet à eux avec la main. Et oui, c'est tout. Pas de formule, pas de potion, pas de balai volant, d'ailleurs aux grandes dames de l'héroïne, Nori. Et ce qu'on leur apprend à faire avec leur pouvoir n'est pas franchement utile, comme écrire son nom avec des flammes, ou se transformer en chaton, en poule ou en chèvre. J'aurais plutôt imaginé de se transformer en tigre dans un but défensif, ou qui sait en souris pour pouvoir se glisser et aller sauver des gens victimes par exemple d'un tremblement de terre. Mais non, ça n'a pas l'air très pratique. Les règles de l'Académie Sage sont de toute façon extrêmement rigides et on ne saurait tolérer les enfants qui en plus manifestent les 10 pouvoirs d'une manière qui n'est pas habituelle. C'est l'unité de magie où on enferme donc Nori parce qu'elle se transforme en chimère de différents animaux et non pas d'une seule bête à la fois, ainsi qu'un élève qui fait de la fumée plutôt que des flammes, une qui repousse les objets au lieu de les attirer, un garçon qui porte un sac à dos rempli de pierres pour pas décoller tout seul et qui ne sait pas redescendre tout seul non plus, et sous l'égide d'un prof qui chante aux animaux au lieu de leur parler, sinon il n'est pas compris par eux. C'est pour éviter que l'ombre, une créature redoutable, ne les possède comme elle est possédée un autre enfant dont la magie était à l'envers 70 ans plus tôt. Mais en réalité, l'ombre n'est pas attirée par ceux dont la magie est à l'envers, mais seulement par ceux qui savent faire des flammes, les feux follets. Parce que du coup, oui, l'école est aussi divisée en maisons, 5 ici selon le pouvoir concerné. J'ai été plutôt étonné de ça, parce que je m'étais dit, quitte à avoir ce genre de pouvoir, on aurait pu avoir un pouvoir, une manipulation d'éléments plutôt que seulement le feu. Mais là, ça aurait rappelé Avatar, je suis d'accord. Quant au don de lévitation, ou de télékinésie, ou même de métamorphose, ça me rappelle plutôt des mutants, comme les X-Men, plutôt que des sorciers. Et plutôt que des sorciers, je pense que j'aurais plutôt appris à ces enfants à être des super-héros en fait. Mais l'école de super-héroïsme, c'est un autre sujet. De façon plus générale, j'ai toujours été assez étonné par les fictions qui donnent des pouvoirs justement dignes des X-Men aux sorcières. Comme Charmed quand il s'agit de figer le temps ou de faire preuve de télékinésie. Toutefois, Charmed n'oubliez pas quand même les formules et les potions. Pareil dans The Craft, les nouvelles sorcières, où leur capacité était quand même beaucoup plus de l'ordre de la mutation, quasiment, parce qu'elles peuvent aussi arrêter le temps ou être télépathes. Dans le premier film, par contre, à part quand après il y a une sorte de déchaînement,
dû au plus grand pouvoir acquis par l'une d'elles, auparavant, eh bien, elles ont une réaction émerveillée, ne serait-ce quand elles arrivent à faire léviter quelqu'un, celle que nous pourrions avoir. J'ai toujours préféré cette approche légèrement plus réaliste. Quant aux écoles de magie, c'est un trope très séduisant, bien qu'encore une fois, je vois plutôt les sorcières historiques apprendre chez elles pour éviter la persécution que j'avais évoquée la dernière fois. Bien qu'il arrive que les deux coexistent. Dans les BD Mélusine, il y a une école de magie et il y a un inquisiteur prêt à traquer ceux qui y vont en ville. Et je me répète encore une fois, mais si vous ne connaissez que Poudlard, croyez-moi, les écoles de magie ne manquent pas dans la fiction et je vous les recommande à peu près toutes. Les sorcières sont-elles toutes des femmes ? La question semble être superflue. On observe effectivement une prépondérance féminine très importante chez les sorcières. Pour un sorcier, 100 000 sorcières, disait même Jules Michelet. Toutefois, si on leur oppose les chiffres des victimes de la chasse aux sorcières, qui étaient des hommes à 20%, non, elles n'étaient pas toutes des femmes. Les catins du diable, oui, mais qui vous dit que ce dernier dédaignait les hommes ? Urbain Grandier ou Gilles de Ré font partie des condamnés pour sorcellerie célèbres parmi les hommes. Le premier fut soupçonné d'être à l'origine de la possession des possédées de Loudun, qui étaient des religieuses. Le second faisait de l'alchimie et du satanisme, qui passait par le sacrifice d'enfants. Quant à l'église de Wicca, un mouvement néopaganiste dont je reparlerai, elle a été fondée par un homme. Pourtant, Roald Dahl affirmait au début du roman Sacrée Sorcière que celles-ci sont toujours des femmes. Alors qu'un géant ou un vampire, c'est toujours un homme, selon lui. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ces espèces, toujours d'après lui, apparaissent spontanément sans avoir besoin d'être mis au monde. Cet auteur tenait particulièrement à la répartition des sexes sur certaines espèces. Apparemment, dans la trilogie des Charmettes aussi, tout porte à croire que les sorcières sont toutes des femmes par défaut. C'est pareil dans le roman Verte de Marie Desplechin. Les pouvoirs d'une sorcière ne sont transmis qu'à sa fille aînée, de sorte qu'en général elle n'en met au monde qu'une. Pourquoi s'embêter ? De par le fait, les sorcières sont des femmes le plus souvent, y compris dans la fiction. Vous savez sans doute déjà traiter une femme désagréable, comme votre institutrice sévère, ou votre vieille voisine acariâtre, de sorcière. Par exemple, Etty Green, qui était toujours vêtue de noir, devait être la personne la plus radine au monde. Elle avait aussi une hygiène douteuse, et on l'a surnommée, sans surprise, la sorcière de Wall Street. C'était une milliardaire qui s'était rendue célèbre pour ses coups en bourse. En revanche, qualifié de sorcier, un méchant homme ne vous est sans doute jamais venu à l'esprit. En 1999, l'autrice Françoise d'Aubonne écrira « Le sexocide des sorcières ». Elle entendait par là que la chasse aux sorcières fut un génocide, mais spécifiquement envers les femmes, et je ne lui donne pas vraiment tort. La chasse aux sorcières était-elle un crime misogyne ? C'est bien possible. Parce qu'on attribue aux sorcières les défauts habituellement reprochés aux femmes, comme la luxure ou la ruse. Un homme qui avait des différends était invité à les vider sur le pré et à enfoncer une lame dans le ventre de celui qui l'avait offensé. Mais la seule ressource d'une femme, bien souvent, était le poison, l'arme secrète des sorcières, qui agissent dans l'ombre, faute de pouvoir le faire sur la place publique. Comme si la sorcellerie était l'allié des faibles. La sorcière illustrait la peur de la femme
dans toute sa laideur et sa brutalité. C'est la misogynie qui la revêt des défauts qu'on lui connaît. La laideur physique, aussi donc la luxure et la ruse, et tout cela faisait qu'une sorcière apparaissait si repoussante et était un tel danger pour la société. Parce que justement, la sorcière est puissante en raison de ce dont elle est capable et elle est indépendante. Le plus souvent, elle n'a pas de mari. Ou elle n'en a plus. Elle fait du ballet, l'instrument qui symbolise les corvées et qui la lie au foyer, l'instrument de pouvoir sur lequel grimper et voler. Or, les hommes sont facilement mal à l'aise dès qu'une femme est plus puissante qu'eux. Si elle l'est, ça les mettra même tellement mal à l'aise qu'il la trouvera agressive dès qu'elle lui parle, alors qu'en fait, elle parle normalement. Demandez ça aux femmes qui occupent des positions de pouvoir, à commencer par les présidentes, les PDG, les doctorantes, les médecins-chefs, etc. Être l'époux d'une puissante sorcière serait même un tel cauchemar que pour être gentille, comme je le disais, si la chose est possible, ça passe aussi souvent, du moins autrefois pour une sorcière, par le fait d'avoir au contraire un mari. Qui a mari a seigneur, disait l'adage. Donc, si vous n'en avez pas, comme la sorcière classique, attention, gare à vous. Vous êtes indépendante, ça n'est pas bien. Si vous en avez un, au contraire, vous rentrez dans le rang. Vous pouvez être bien perçu. C'est très bien. Je rappellerai que même aujourd'hui, être une femme seule est un vrai stigmate, bien plus que quand on est un homme, et que la phrase « tu finiras vieille fille » est une menace, et que dans les caricatures, la vieille fille qui n'a pas trouvé d'époux a un point commun avec les sorcières. Elle est bien souvent entourée de chats. Ce n'est pas un hasard, je crois. Comme ce n'est pas un hasard qu'on moque les femmes célibataires parce qu'elles n'ont pas de mari. Alors, à quoi servent-elles, franchement ? Une sorcière perd sa dangerosité supposée et est considérée comme gentille, bien souvent, si elle tombe amoureuse et si elle épouse un homme, et bien souvent cela se traduit par le fait qu'elle se retrouve au foyer. Alors oui, elle peut faire beaucoup de choses d'un claquement de doigts, mais bon, elle reste une femme qui reste toute la journée seule chez elle à faire le ménage et les courses, pendant que c'est son mari qui rapporte l'argent du foyer parce que bon, restons sérieux. On voit cette répartition dans le film Ma femme est une sorcière, puis dans la série télé qui en a été inspirée, Ma sorcière bien-aimée. Toutefois, à mesure qu'on avance dans le XXe siècle, les sorcières chercheront plutôt à tout avoir, c'est-à-dire la magie et les hommes. Dans le film tiré de Ma sorcière bien-aimée, cette fois-ci, la sorcière est en fait une actrice qui doit jouer le rôle de Samantha dans un film qui reboote la série télé. Donc non, elle ne se soumet pas cette fois. Dans le film Un amour de sorcière, il n'y a plus que 6 sorciers sur la Terre. Ils sont tous apparentés, comme je disais avant. Les sorcières forment des clans. L'un est mauvais, mais 5 autres sont bons. Encore une fois, vous voyez la répartition de l'alignement, qui est même plutôt optimiste ici. On dit dans ce film que les sorcières ne tombent jamais amoureuses, mais cela arrive à l'héroïne qui s'appelle Morgane. C'est mal, je ne crois pas, parce que, eh bien, elle le reste. Dans Charmed, la première série, on pouvait regretter que tout tournait énormément autour des intrigues amoureuses des 3 sœurs. C'est d'ailleurs un tournant pris
à mesure de la série, mais non souhaité par l'une de ses créatrices et productrices, Constance Amberge. Cela étant dit, dans Charmed, on voit quelques hommes au foyer qui gardent les enfants quand les femmes combattent, et surtout, ma sorcière bien-aimée et sa sorcière au foyer seront présentées comme éculées. Le film The Love Witch, sorti en 2016, mais qui a une esthétique des années 60, a été tourné sur une pellicule des années 1960 aussi, illustre bien ce paradoxe. La sorcière titulaire, Hélène, ne vit littéralement que pour l'amour. Elle dit que pour avoir et garder un homme, il faut s'y soumettre. Il faut leur donner absolument tout ce qu'ils veulent. Il faut aussi prendre soin des hommes tout en leur faire absolument tout ce qu'ils veulent. Hélène mettra au point puis donnera un filtre d'amour à l'un de ses amants d'une nuit. Mais cela agit sur lui de manière à le rendre dépendant d'Hélène et à se sentir mal dès qu'elle s'éloigne. N'était-ce pas ce qu'elle veut? Pas du tout. Au contraire, cela la repousse. Elle dit aimer les hommes forts et indépendants. Autant dire que les autres personnages n'hésitent pas à dire à Hélène, parce que quand même nous étions néanmoins en 2016, que sa façon de voir les choses n'est vraiment pas féministe. Et que sans aucun doute, le patriarcat lui a lavé le cerveau. Je pense de même. Au XXe siècle, j'avais dit que l'imagerie de la sorcière a perdu progressivement son aura maléfique. Et c'est passé par le trope de la sorcière au foyer. Mais elle n'y est pas restée. En effet, l'imagerie des sorcières a séduit les mouvements d'affirmation de la femme. Il arrive que certaines féministes reprennent à leur compte, et en les glorifiant, les insultes qu'elles entendent à leur sujet d'habitude. En fait, cela arrive avec tous les groupes opprimés. Prenez garde, les sorcières sont de retour, disaient les pancartes de manifestations italiennes féministes dans les années 1970. Voire selon un slogan qui sert encore aujourd'hui. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Selon un télévangéliste quelque peu illuminé, Pat Robertson, en 1992, le féminisme pousserait, je le cite, les femmes à pratiquer la sorcellerie, en plus de détruire le capitalisme, devenir lesbiennes, quitter leur mari et tuer leurs enfants, ou le contraire, enfin bref. Sorcière, c'était aussi le titre choisi par une revue féministe des années 1970. Quant à Sorcière de la nuit, c'était le qualificatif donné par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale aux aviatrices russes qui les bombardaient de nuit. Si des hommes avaient fait cela, je ne pense pas qu'ils auraient gagné un surnom de monstre. Si c'était des femmes, ça oui, c'est sûr. La prépondérance des femmes est expliquée dans la Wicca par le fait que les femmes sont plus proches de la nature. Commencez par leurs règles synchronisées avec les phases de la lune qui durent 28 jours à chaque fois. En donnant la vie, elles acquerraient le pouvoir de création de la déesse mère. Donc, on va dire c'est l'explication scientifique. Mais il est beaucoup plus probable que leur prépondérance s'explique par le fait que faire de la magie c'était mal faire et que les sorcières étaient censées présenter en pire tous les défauts féminins. Et pourtant, des sorciers vous en connaissez, n'est-ce pas? Généralement ils sont âgés et bienveillants, eux, comme Merlin, Gandalf, Dumbledore ou Eusebius. Ils sont des descendants spirituels des druides, qui étaient effectivement eux aussi des prêtres païens, mais aussi de tous ces astrologues, alchimistes et devins de cour que les puissants gardaient près d'eux, comme John Dee et Nostradamus, qui ont respectivement œuvré près des reines Élisabeth Ier et Catherine de Médicis. Cette dernière ayant, entre autres paraît-il, possédé un miroir magique dans lequel elle voyait l'avenir. Ces enchanteurs sont parfois malveillants, mais il reste des mages à bâton magique au service des grands de ce monde, ou sont des grands eux-mêmes, comme Saruman, Zangdar, Elias le Fourbe,
Cédric dans Princesse Sophia et évidemment Voldemort. Rien à voir avec la mégère pauvre et solitaire au fond des bois. Style la sorcière d'Hansel et Gretel, Dame Mime dans Merlin et la sorcière dans Rebelle. Voilà d'ailleurs qui correspond bien aux zones d'action qu'ont laissées traditionnellement aux hommes et aux femmes. La lumière et les lieux de pouvoir, ou l'ombre et le foyer. Tant qu'il est en fait compliqué de trouver des versions de genre inversé de chaque archétype, bien qu'elles existent. Glinda dans Le Magicien d'Oz peut évoquer le mage de cour en version féminine, tout comme les marraines de Cendrillon et de La Belle au Bois dormant, même si, malgré leur chapeau pointu, leurs ailes en attestent. Ces dernières sont en fait des fées. Maléfique est également une fée, mais elle nous rappelle un mage noir, à l'instar de la reine dans Blanche-Neige. Tout du moins jusqu'à sa métamorphose en sorcière classique, qui remet les choses à leur place. Malgré leur qualificatif de fée, Morgane, qui était une enchanteresse noire, et Viviane, qui était une enchanteresse blanche, étaient à la base des mortels, enseignés par Merlin. Quant à la mégère solitaire en version mâle, eh bien je n'en connais qu'un. Gargamel dans les Schtroumpfs. Merlin l'Enchanteur lui aussi vivait au fond des bois, au début du film du même nom, mais s'installera très vite dans le château où vit le futur roi Arthur. Par un très intéressant paradoxe, l'un des sorciers les plus célèbres au monde, Harry Potter, est un garçon, jeune qui plus est, comme une exception confirmant la règle. Il est à peu près l'un des seuls à piloter un balai. Et bien lui en prend que dans ce monde les balais soient équipés d'un sortilège dit de coussinage, et bien pratique. Parce qu'un bâton entre les jambes pour un homme, c'est... Enfin, bref. Je crois qu'un balai, il vaut mieux être assis dessus en Amazon. Ou le piloter comme ceci, ou comme cela, enfin bref. Notez que J.K. Rowling ne croit pas du tout à la magie. Selon elle, ce qu'elle décrit n'a jamais rien eu à voir avec des néopaganismes modernes comme la Wicca. Ça explique ces descriptions volontairement très farfelues de la magie. La société des sorciers dans cette histoire reflète très exactement la nôtre, y compris dans l'organisation patriarcale. Les premiers ministres de la magie britannique sont toujours des hommes. Il paraît y avoir le même quota hommes et femmes que nous. Les femmes semblent n'avoir aucune prépondérance dans la pratique de la sorcellerie ici, sauf pour les soins aux licornes. Les dernières préfèrent de prime abord la douceur féminine, reflétant les mythes anciens, où elles ne se laissaient approcher que par les pucelles. C'est une société où l'on côtoie les créatures fantastiques et où le balai sert à faire du sport. Le sceptre des femmes n'est pratiquement associé aux hommes que dans cette histoire. Et d'habitude, si les sorciers veulent s'envoler, ils se transforment plutôt en animal qui en est capable, comme un oiseau ou un dragon. Oui, je sais, l'exemple n'est peut-être pas très bon, celui qui vous viendra à l'esprit c'est Maléfique et c'est une femme. Mais vous voyez sans doute ce que je veux dire. Glinda, la mage au féminin, use de bulles qui sont plus poétiques que le balai de la méchante sorcière de l'Ouest. La métamorphose, c'est vrai, c'est plus badass, c'est sûrement plus difficile que d'user d'un objet ensorcelé. Comme une manière de dire qu'un sorcier masculin est forcément plus puissant. Sauf dans Sacrée Sorcière et sa grandissime sorcière, mais rappelez-vous qu'elles sont toutes des femmes, quand une personne dirige le monde de la magie, il s'agit presque toujours d'un homme. Le premier ministre de Harry Potter, mais aussi le grand sorcier dans Amandine Malaboule par exemple. Dans cette série de romans, précurseur de Harry Potter, Amandine est élève à l'Académie supérieure de sorcellerie pour les filles, et où tous les professeurs sont des femmes. Mais c'est peut-être tout simplement dû au fait que l'Académie est pour les filles. Dans les séries télé qui adaptent ces romans, il est question d'écoles de sorciers pour les garçons, voire d'écoles mixtes. Le ratio garçons et filles, là encore, de cet univers,
est semblable au nôtre, tout comme dans le film Le bal des sorcières. Autant d'hommes que de femmes, et l'on notera que l'héroïne, Béatrix, est sorcière par son père et non par sa mère, exactement, du reste, comme Sabrina Spellman. L'école Grange dans le roman L'île au crâne est mixte et le héros, David, est un garçon. Tout comme Colin de Plancy dans le roman Le duel de sorciers. Dans Le magicien d'Oz, le magicien éponyme est censé être le seul assez puissant pour amener Dorothy chez elle. Les bonnes sorcières, car celle du Sud apparaît aussi dans les romans et les autres films, ne le pourraient pas. Pourtant, le soi-disant magicien est un escroc sans pouvoir, bien moins capable que les sorcières. Alors pourquoi lui a-t-on attribué cette prépondérance? Réflexe patriarcal? Chez les Halliwell, dans Charmed, on invoque les mères et les filles et les aïeules au moment des baptêmes. D'où la surprise de Penny, la grand-mère, quand Piper accouche d'un fils, qui se révèle néanmoins l'enfant magique le plus puissant de la Terre, et qu'elle aura un second fils sorcier par la suite. Ça ne manque pas de sel quand on sait que la sorcellerie fait longtemps une affaire de femmes. Néanmoins, Piper aura un troisième enfant qui cette fois sera une petite fille, Melinda. Enfin, dans le film Les sorcières de Halloween, on pense d'abord que dans la famille Cromwell, avec une mère, une grand-mère et 3 enfants, que seules les 2 filles ont des pouvoirs. Mais en réalité, leur frère est aussi concerné. Plus tard, tandis qu'on explore plus en avant le monde d'Halloween, que ce soit par des échanges scolaires, ou quand l'héroïne, Marnie, s'inscrit dans une université de magie, encore une fois, il y a autant de filles que de garçons. Idem dans l'Académie Sage, dans les téléfilms L'école de la magie. Autant de filles que de garçons. Pourtant, je vous le garantis sur facture, ce fut bien une affaire de femmes pendant bien longtemps. Au début, parce qu'elle symbolisait la misogynie dans toute sa laideur. Au début du XXe siècle et jusqu'à peu près son milieu, parce qu'elle présentait les femmes qui, pour rester de bonnes personnes, étaient déchirées entre leur carrière et le fait de rester au foyer pour faire plaisir à leur époux. Et aujourd'hui, eh bien, la sorcière a été récupérée par les mouvements féministes comme un symbole de « oui, je peux être puissante, oui, je sens que cela te dérange, mais crois-moi, tu dois faire avec. » Alors, une question me titille depuis des années à propos d'un livre que je n'arrive pas à retrouver. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît, mais ça m'étonnerait beaucoup, mais voilà. Qui était justement un album pour enfants consacré à la magie que j'avais vu dans la boutique du musée Jacquemart-André à Paris il y a des années. Oui, c'est précis. Je l'ai feuilleté, mais évidemment je ne l'avais pas acheté, donc je n'ai pas pu l'emporter. J'ai oublié complètement le titre et l'auteur, évidemment, je ne vais pas dire qui c'était, donc ça n'aidera pas. Pas plus que ça a la peine de contacter Jacquemart André, parce que ça fait plus d'une décennie, donc je pense qu'il ne saurait pas de quoi il s'agit. Et jamais revu ailleurs. Mais je n'ai pas oublié, ça s'organisait d'une manière. Ça parlait d'une notion, par exemple, justement les familiers, ou comment fabriquer des pierres précieuses, voilà. Et à chaque fois, il y avait une petite histoire très courte qui accompagnait chaque notion évoquée. Je m'en rappelle de 2 ou 3, et l'une d'elles, c'était celle qui accompagnait cette notion à propos des araignées, notamment des toiles d'araignées. Comme les araignées sont souvent des familiers pour les sorcières, elles ne les chassent pas, et notamment on reconnaît vite leur maison, parce que forcément, les toiles d'araignées finissent par former des rideaux à leurs fenêtres, tellement il y en a. En tout cas, c'était tellement connu qu'il y aurait eu
Enfin, c'était une base dans le conte qui accompagnait cette notion. C'est là que je tiens le fait que justement les araignées forment des rideaux aux fenêtres chez une vraie sorcière. C'était ce conte-là. Peut-être que si quelqu'un l'a lu, aussi il pourrait me dire quel était le bouquin. Mais cette histoire très courte se présentait ainsi, et c'était un peu une histoire navrante, vous verrez, enfin surtout pour celui qui en est victime, parce que l'héroïne, en théorie, elle ne demandait rien, s'appelait Griselda, et c'était une jeune fille extrêmement douée pour la magie. En tout cas, elle l'étudiait tous les jours, elle travaillait très dur pour devenir totalement compétente dans cet art. Et à des kilomètres de là, un jour, un jeune homme a rêvé d'elle. Il a même rêvé que s'il épousait Griselda, il serait riche et heureux toute sa vie, en raison des grands pouvoirs magiques que possédait sa femme. À son réveil, ce jeune homme, jusqu'ici plutôt clairvoyant, il est vrai, se mit aussitôt en quête de retrouver la femme de son rêve. Il se souvenait à peu près à quoi ressemblait le paysage et le village de Griselda. Il interrogea tous les gens qu'il connaissait, et finalement, on le mit sur la bonne piste. Un beau matin, il arriva jusqu'au village de Griselda et demanda si une jeune sorcière vivait ici. On lui dit qu'effectivement, il trouverait, et on lui indiqua la rue. Là, il ne demanda pas. Il était certain de savoir ce à quoi ressemblait la maison d'une sorcière. Or, détail très peu commun pour une sorcière justement, Griselda était totalement arachnophobe. Il paraît que c'est très rare pour elle. Mais du coup, chez elle, il n'y avait pas d'araignée. Autre particularité, la voisine immédiate de Griselda était une autre jeune fille qui vivait seule, mais qui était très fainéante. Elle n'était pas une sorcière, simplement elle détestait faire le ménage, et chez elle, il y avait notamment personne pour chasser les araignées ou ôter leur toile, car cette jeune fille n'avait pas la motivation de le faire. Donc c'était chez elle que les toiles d'araignée formaient des rideaux. À son arrivée, le jeune homme qui avait rêvé de Griselda aperçut cette maison avec ses rideaux en toile d'araignée et aperçut la propriétaire qui rêvassait assise à sa porte. Il essaya quand même de s'assurer que c'était la bonne personne et demanda à la voisine de Griselda si elle était une sorcière. Quand la jeune femme lui demanda pourquoi, l'homme lui expliqua qu'il avait rêvé d'une puissante sorcière qu'il finirait par épouser. Or, la voisine de Griselda cherchait un mari. Elle se dit que cet homme avait l'air facile à convaincre, et elle répondit que oui, effectivement elle étudiait la magie et qu'un jour elle deviendrait une sorcière. Le jeune homme la crut, entra chez elle et quelque temps après il l'épousa. Sauf que cette fille paresseuse n'était pas une sorcière, n'en devint évidemment jamais une. Et finalement son époux et elle restèrent pauvres et malheureux. Et là vous dites probablement, et moi je me suis dit aussi quand j'ai lu cette histoire, et un peu crétin quand même, non? Parce qu'au bout de que quelques jours, elle a quand même dû comprendre que d'un, non, sa fiancée n'était pas une sorcière, et de deux, c'était sa voisine qui en était une. Mais le conte finissait comme ça. J'avoue que c'était à la fois très drôle et un petit peu navrant. Donc, s'il évoque quelque chose à quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire.